Les Vases du C, tome 5, Jamais loin de toi, suite. Samedi 8 août 2009. Depuis le mercredi 5 août, ils étaient tous à Moorea. Comme les jours précédents, après leur séance de yoga et quelques longueurs de piscine, Éléonore et François avaient rejoint leurs enfants, Laurence, Jacques et Wilson, pour le petit déjeuner. À 9h30, après avoir restitué le 4x4, le couple et leur entourage étaient sur le port avec leurs valises pour prendre le ferry qui les avait emmenés en 3/4 d'heure vers Moorea. À la gare maritime de l'île, une navette les attendait pour les conduire à leur hôtel proche de la plage des Tipaniers, une plage de sable blanc. Après avoir profité de la plage, en fin d'après-midi, Éléonore, François et les enfants avaient nagé avec masque et tuba sur un banc de sable où ils avaient pied avec les raies pastenagues et les requins du lagon à proximité de leur hôtel. Les raies, très douces de nature, s'étaient laissées caresser, évoluant autour d'eux jusqu'à les frôler avec grâce et élégance. Les requins à pointe noire, paisibles et calmes, s'approchaient à 3 ou 4 mètres et se laissaient observer dans la plus grande indifférence. Cette expérience avait marqué Lisa et Alex, qui demandèrent à recommencer chaque soir jusqu'à la fin de leur séjour à Moorea. Le lendemain de leur arrivée, François et Éléonore avaient commencé leur journée par près de 2 heures de paddle, dont ils étaient devenus des spécialistes, au point, surtout pour Éléonore, de faire sa séance de yoga dessus. François se sentait moins à l'aise et se contentait de l'admirer ou de la déconcentrer pour qu'elle tombe à l'eau pour l'y rejoindre dans un but bien précis, l'embrasser langoureusement et la caresser à distance de la plage. Ils étaient ensuite partis faire le tour de l'île en scooter, en longeant le littoral pour apprécier les paysages locaux, les superbes points de vue sur le lagon et faire, quand ils le voulaient, quelques haltes pour la baignade sur de petites plages paradisiaques en bord de route, sans touristes et sans hôtels, ou s'arrêter dans les champs d'ananas. La douceur de vivre et le charme intemporel de l'île les avaient séduits. Moorea était découpée par 2 baies majestueuses, la baie de Cook et la baie d'Opunouo, et son relief verdoyant tranchait avec le bleu limpide du lagon. Sur le sable blanc de ces plages, nichées dans les jardins fleuris ou perchés sur le lagon, s'éparpillaient les bungalows des hôtels ou des pensions de famille. À la fin de leur tour de l'île, sur la route belvédère de Opunouo, ils s'étaient arrêtés au Marae de Tirora, au cœur d'un magnifique bois de mapé ou châtaignier tahitien, et avaient ensuite continué jusqu'au belvédère peu avant le coucher du soleil. Arrivés en haut, le point de vue leur avait coupé le souffle, avec son panorama sur les baies de Cook et d'Opunouo, avec le soleil caché derrière la montagne, ce qui avait offert de superbes photos à Wilson, qui les suivait de loin. Le vendredi, ils étaient remontés le matin jusqu'au belvédère de Moorea en scooter par la superbe petite route ombragée en sous-bois qu'ils avaient pris la veille. Du belvédère, ils avaient de nouveau admiré la vue, puis étaient partis à pied pour la randonnée des 3 cocotiers qui alternaient montées, descentes et traversées de ruisseaux au cœur de la jungle. Le chemin était peu fréquenté et la végétation dense par endroits avait été propice à une halte très intime après que François se soit assuré que Wilson ne les suivait pas. De temps en temps, une percée dans la végétation leur faisait apercevoir le mont Rotui et la baie d'Opunouo. Mais la récompense avait été de découvrir le lagon de Moorea côté ouest, une fois le col atteint à 419 mètres. La randonnée leur avait pris un peu plus de 3 heures aller-retour. Ils s'étaient arrêtés au retour au Snack Mahana, à la sortie du village de Papetoai, pour déjeuner, dégustant les pieds dans le sable, le meilleur poisson cru au lait de coco de toute la Polynésie, au bord du lagon où un petit vent appréciable était toujours présent. Ils prirent leur temps enlacés, s'embrassant à tout bout de champ. Leur hôtel n'était qu'à une dizaine de minutes. Ils s'y réfugièrent 2 bonnes heures pour faire l'amour avant de ressortir vers 16 heures pour une sortie en paddle. Le dîner avait été suivi d'un spectacle de danse tahitienne prévu pour les touristes. Bien entendu, la jolie blonde avait été repérée lorsqu'il s'était agi de faire danser les touristes. Cependant, celle qu'ils avaient pensée être une touriste inexpérimentée s'avéra très douée et finit par demander aux musiciens de jouer des musiques très précises sur lesquelles elle avait dansé un aparima puis un otea. Les danseurs n'avaient rien à lui apprendre, bien au contraire. Tout comme à Rockaway, quelques années plus tôt,
Son fin rapou et son rourou avaient enchanté Tahitiens et touristes. Quant à François, ses mouvements de bassin lui avaient donné envie de poursuivre les ébats de l'après-midi. Ce samedi, tout le groupe Vas-Ducé-Wilson partit tôt pour une sortie sur le lagon autour de l'île, avec une petite entreprise locale que François et Léonore avaient préféré privilégier. Cette sortie les amena dans les 2 baies principales dans un décor irréel de montagnes à la végétation luxuriante, de lagons cristallins aux multiples nuances de bleu et d'îlots paradisiaques. Le charme d'Éléonore opéra rapidement sur les 2 guides qui les accompagnaient, mais ils se rendirent compte rapidement qu'ils n'auraient aucune chance avec cette sublime blonde, bien trop éprise de son séduisant mari. Ces 2-là passèrent leur temps collés l'un contre l'autre, à se regarder dans les yeux et à s'embrasser entre chaque activité. Lors des activités, en revanche, ils se montraient attentifs et enthousiastes et pleins d'humour. Le couple et ses enfants rencontrèrent de nouveau des raies pastenagues et des requins à pointe noire, mais ils nagèrent aussi dans le jardin de corail du Motuaï avec des poissons tropicaux comme les poissons perroquets, papillons et chirurgiens. Le site était peu profond et parfait pour les enfants, déjà cependant bons nageurs. Lisa et Alex purent aussi observer avec leurs parents des créatures minuscules telles que les verts arbres de Noël, des nudibranches et des poissons-pipes. Au niveau de Papetoraï, ils firent une escade aux tikis immergés et observèrent les coquillages et les poissons qui les entouraient. Ces tikis étaient des sculptures de 1,50 m à 2 m de hauteur, déposées en eau claire et peu profonde, à l'initiative d'un artiste de Moorea qui avait voulu créer cette exposition lagonaire de 6 tikis en 1998 en hommage à ses ancêtres polynésiens qui jetaient toutes leurs croyances à la mer au cours des 2 siècles précédents. Le déjeuner préparé par un spécialiste des produits locaux et un punch-maison leur fut servi au bord du Motu de Pharéon, un cadre paradisiaque où ils se baignèrent dans l'eau turquoise du lagon pour se détendre. Entre les 2 Motus de Pharéon et de Tiaoura, sur les côtés des passes récifales, ces endroits de passage entre le lagon et l'océan, Éléonore et François explorèrent des tombants coralliens assez vertigineux où de nombreuses espèces de poissons se reproduisaient. Le couple put explorer les failles du récif et leurs reliefs spectaculaires. Au niveau de la pente externe, les amoureux rencontrèrent des espèces plus majestueuses, comme des tortues, des barracudas et des carangues. Les courants forts leur permirent de faire du snorkeling en dérivante. Lors de cette sortie, les enfants furent ravis de voir aussi des tortues et des dauphins sauvages. Le lendemain, ils allaient changer d'île. Mais avant toute chose, leurs parents avaient toute la nuit devant eux pour s'aimer encore et encore. Mardi 11 août 2009. Éléonore et François avaient pris l'habitude de se lever très tôt. Le dimanche, leur dernier jour à Moorea, comme de coutume, ils avaient fait leur séance de yoga sur la terrasse, face au lagon, et avaient terminé par une méditation de couple. Au moment où ils se retrouvaient face à face, les yeux dans les yeux, ils se laissaient emporter par l'émotion du moment, la plupart du temps la joie, et ils se montraient alors enjoués, excités, amoureux, passionnés. Quelquefois, ils ressentaient de la surprise, et ils étaient alors très troublés l'un par l'autre, émerveillés et toujours enthousiastes. Quelle que soit l'émotion de l'instant, ils se retrouvaient toujours serrés l'un contre l'autre, bouche contre bouche. Ce matin-là ne fit pas exception, et ils se dévêtirent l'un l'autre, pressés de se retrouver peau contre peau. Leur corps n'avait qu'une hâte, se fondre l'un dans l'autre. Les yeux verts d'Éléonore avaient contemplé le visage de François, si beau, avec sa bouche sensuelle, ses yeux si bleus et ce regard si tendre qui la bouleversait à chaque fois. Ses doigts avaient effleuré ses épaules, son torse, puis avaient glissé le long de son ventre, jusqu'au sexe déjà dressé, qu'elle avait caressé, jusqu'à ce qu'il durcisse encore. Éléonore avait alors enjambé le corps de son mari et avait laissé sa verge tendue à l'extrême s'enfoncer en elle avec lenteur. Elle lui avait fait l'amour, modulant la progression de son plaisir sur le sien, ralentissant ses mouvements quand elle l'avait senti prête à exploser, surveillant leur effet sur le visage de François. Agrippés l'un à l'autre, ils ne s'étaient pas lâchés des yeux, voyant l'un et l'autre l'effet du plaisir sur leurs physionomies respectives. Éléonore s'était cabrée sous l'effet de la jouissance. François s'était rassasié de l'image de sa femme à ce moment précis et s'était répandu en elle, ses yeux bleus perdus au fond de ses yeux émeraudes. Le temps leur avait semblé s'être arrêté, puis avec un gémissement, elle s'était laissée retomber sur lui et ils étaient restés emmêlés jusqu'à ce qu'elle reprenne ses esprits.
Leurs corps s'étaient séparés avec peine. François avait suivi sa femme des yeux quand elle s'était levée pour prendre une douche. Bon sang, quelle chute de rein, et cette taille si fine, ces seins, avait-il alors pensé. Il avait alors fermé les yeux et laissé son esprit vagabonder, visualisant mentalement les images du corps nu et parfait d'Éléonore. Après le petit déjeuner en famille, ils avaient fait quelques longueurs et paraissaient au bord de la piscine pendant que les enfants s'amusaient dans l'eau. Mais à 10h30, ils avaient quitté l'hôtel avec leurs valises et s'étaient répartis entre le 4x4 de location de Jacques et celui de Wilson pour aller déjeuner au Snack Mahana pour la dernière fois. Leur avion pour Raiatea, dans les îles sous le vent, décollait à 14h55. Le vol avait duré une petite heure et un bateau de l'hôtel où ils allaient séjourner les attendait à l'embarcadère d'Uturo. Leur hôtel se trouvait sur un motu, ces fameux bancs de sable, comme posés sur la barrière de corail, au sud de l'île de Taha, où ils débarquèrent une demi-heure plus tard. Le capitaine du bateau les avait accueillis avec un beau collier de fleurs chacun. Le cadre était splendide. Ils avaient patienté dans le très beau hall d'entrée aux couleurs locales, avec une belle végétation en fond, une cascade aménagée et un très bon jus de fruits citron vanillé. Puis l'hôtesse d'accueil les avait conduits à pied tranquillement vers leurs bungalows sur pilotis respectifs, de superbes Bora Bora Overwater Suites. Chaque bungalow était immense, 90 mètres carrés pour celui qu'occupaient Jacques et Laurence avec les enfants. Chaque bungalow était aménagé avec goût, rappelant clairement la vie dans les îles avec l'utilisation exclusive de matériaux locaux, ni béton apparent ni carrelage, uniquement du bois, des cordes, des tressages, et disposait d'un accès à une belle terrasse avec vue sur le lagon et Bora Bora. La salle de bain superbe avec douche et baignoire avait vue sur le lagon. L'hôtel disposait d'un centre de spa, d'une belle piscine à débordement, d'un terrain de tennis et d'une salle de sport. Il prêtait des paddles et des kayaks pour aller découvrir le magnifique lagon situé juste devant l'établissement. L'hôtel possédait même son propre jardin de corail privé dans un hoa, une passe récifienne située juste à côté. Ce qui avait séduit François, c'était l'engagement de l'établissement dans la protection des coraux. Il y avait plusieurs sites autour des suites sur pilotis où il tentait avec succès de faire repousser du corail. Il était aussi demandé dans le bungalow de ne pas gaspiller l'eau et de préserver l'environnement en changeant par exemple ses serviettes uniquement si nécessaire. Le petit groupe s'était rendu avec plaisir le soir dans un des 3 restaurants de l'hôtel pour un très bon repas. Comme d'habitude, le couple François et Léonore, lui en pantalon et chemisette blanc, et elle en robe courte volonté très décolletée à fines bretelles marines avec un imprimé tahitien turquoise, ne passa pas inaperçu. Le lendemain matin, ils avaient tous pris leur temps pour profiter du magnifique buffet du petit déjeuner avant de se rendre à la piscine à débordement, avec vue sur le lagon, où les plus âgés avaient passé la matinée, sirotant même un cocktail dans l'eau avant le déjeuner. Éléonore et François avaient emmené les enfants voir le fameux jardin de corail dans moins d'1 mètre d'eau. Ils avaient pris tous les 4 plaisir à observer les petites patates de corail éparpillées à droite et à gauche dans ce hoa aux couleurs fabuleuses, les petits poissons coralliens classiques, les anémones et pas mal de bénitiers aux belles couleurs. Ils s'étaient tous retrouvés dans un autre restaurant que la veille au soir pour déjeuner. Éléonore et François avaient prévu une sortie en amoureux sur l'île de Taha, sur laquelle la navette de l'hôtel les déposa. Ils y louèrent un scooter pour commencer leur tour de l'île, repérant les endroits où ils souhaitaient s'arrêter. À taille humaine, cette île était vraiment calme et authentique. Ils avaient fait une halte dans la vallée de la vanille, un musée consacré à cette épice dans un cadre verdoyant. La découverte des secrets de la vanille dans son environnement naturel l'avait fait apprécier encore plus d'Éléonore, la Vanilla tahitensis, une vanille unique et précieuse qui avait le goût du paradis. Pour la cultiver, ils avaient découvert combien il fallait de savoir-faire. On pouvait même parler d'art, seulement acquis avec le temps et l'expérience, car comme de patients alchimistes, les préparateurs manipulaient leur vanille pendant de longs mois avant de voir le miracle s'accomplir. Taha, où était produit plus de 80% de la célèbre vanille de Tahiti, la variété préférée des vrais amateurs, ressemblait d'ailleurs à un immense jardin coloré et parfumé sur lequel sa vanille, précieuse orchidée, régnait en princesse. Les amoureux se rendirent compte pendant leur excursion qu'ils respiraient son parfum suave et envoûtant à chaque recoin de l'île.
et cette dernière île de l'archipel des îles sous le vent, ne disposant pas d'aéroport, cela l'avait bien protégée. Le temps semblait s'être arrêté dans cette île secrète et sauvage, qui ressemblait à un grand jardin luxuriant. Les habitations se fondaient dans ce décor de rêve, et il leur avait suffi de se promener le long des sentiers traversiers pour découvrir une flore exubérante et largement préservée. Et à leur habitude, ils dénichèrent un coin tranquille pour eux deux. Ils étaient arrivés juste à temps pour la navette de retour sur le Motu. Ils avaient réitéré l'expérience le jour suivant pour aller plus au sud, car si l'île était globalement ronde, elle était pratiquement divisée en deux avec deux longues baies, la baie d'Aamene, la plus profonde à l'est, et la baie de Urepiti à l'ouest. Ils n'avaient exploré que la partie au-dessus de ces deux baies. Ils s'étaient donc cette fois attardés dans la baie d'Aamene, frappés par ces paysages sublimes. Ils s'étaient arrêtés au passage à l'extrême sud dans la ferme perlière de l'île, avant de revenir vers Aamene et d'emprunter la route traversière qui menait à la baie de Urepiti. Au col, le belvédère de Vaiaotea leur avait dévoilé un panorama saisissant sur les deux baies et les sommets de l'île. À leur retour, en milieu d'après-midi à l'hôtel, ils s'étaient isolés dans leur chambre pour un moment d'intimité, avant de se préparer et rejoindre leur famille dans le restaurant principal de l'hôtel où chaque mardi, il y avait une soirée polynésienne. Éléonore était ravissante en paréo. Elle en avait 3 ou 4 et les portait d'une bonne dizaine de façons différentes, en sarouel, en combi-short, en veste, mais surtout en robe et en jupe. Elle utilisait aussi de simples foulards de soie pour se faire des hauts. François comprenait mieux la légèreté de sa valise. Ce soir, justement, elle portait un foulard de soie turquoise, transformé en bustier, sur son haut de maillot, et un paréo imprimé tahitien dont elle avait fait une jupe courte. La fleur de tiare derrière l'oreille parachevait sa tenue. Il la contemplait avec une lueur dans les yeux qu'elle connaissait bien. « Mon amour, tu es éblouissante comme toujours. Mais il manque quelque chose pour sublimer ta beauté naturelle, dit-il en l'attirant contre lui et en lui mordillant l'oreille. « Ah bon ? Je ne vois pas ce qui pourrait me manquer puisque tu es avec moi. »« Je t'assure qu'il manque quelque chose pour parachever ta tenue. Ferme les yeux et ne bouge pas. » Elle sentit qu'il l'embrassait, mais en même temps elle sentit qu'il touchait ses oreilles. « Il est vrai que je n'ai pas mis mes boucles d'oreilles, pensa-t-elle. Elle s'abandonna à sa bouche et à ses mains si douces. Il finit par s'écarter et lui prendre la main. « N'ouvre toujours pas les yeux. Laisse-moi te guider, dit-il en la faisant avancer de quelques pas. Elle le sentit se placer derrière elle, comme il le faisait souvent, et l'enserrer dans ses bras. Maintenant, ouvre les yeux. Éléonore obéit et se retrouva face au miroir de la salle de bain. Il lui avait mis des pendants d'oreilles avec chacun 3 perles noires de Tahiti. Elle ouvrit de grands yeux et lui sourit, avant de se retourner pour l'embrasser fougueusement. « Mais en quel honneur, finit-elle par dire. Parce que je t'aime, pas besoin d'autre raison, et parce que je suis toujours aussi fou de toi, si ce n'est plus. Quand je les ai vus, je les ai tout de suite imaginés sur toi. C'est beaucoup trop. Ils sont magnifiques. Tu as bien caché ton jeu à la ferme perlière, car j'imagine que c'est de là que viennent ces magnifiques pendants d'oreilles. Bien vu, Sherlock, répondit-il en lui entr'ouvrant les lèvres. Elle s'écarta un moment et alla jusqu'à la commode de la chambre où elle avait posé son sac en toile. Elle revint vers lui, les mains cachées derrière son dos, et se colla à lui en glissant sa langue entre ses lèvres à son tour. Il sentit qu'elle glissait une petite boîte dans sa main avant de se reculer. « Ce n'est rien comparé à ce que tu viens de m'offrir, mon amour. Tu ne pourras pas parachever ta tenue ce soir avec. Moi aussi j'ai craqué, parce que je t'aime plus que tout, plus que ma propre vie. » Il ouvrit la petite boîte qui renfermait des boutons de manchette avec une perle de Tahiti. « Je les ai imaginés sur toi lorsque tu dois être en smoking lors de ces soirées organisées par les associations médicales ou autres. Bien sûr, c'est bien peu au regard de ces magnifiques pendants d'oreilles. Tout ce qui vient de toi est précieux à mes yeux. Tu es ce qui est arrivé de plus beau dans ma vie. Moi aussi, je t'aime plus que ma propre vie, rétorqua-t-il en la soulevant de terre pour la couvrir de baisers. Mais il était l'heure de rejoindre leurs enfants, les parents d'Éléonore et Wilson, pour la fameuse soirée polynésienne. Laurence perçut leur mine réjouie à tous deux et vit les pendants d'oreilles que portait sa fille. « Je vois que ton mari t'a encore gâté, dit-elle à Éléonore. Tu as craqué pour les perles de Tahiti, François ?
La plus belle des perles, c'est elle, dit-il en désignant sa femme et en lui déposant un baiser dans le cou. Mais Éléonore aussi m'a gâté. Nous avons craqué tous les deux pour les perles de Taha et l'un pour l'autre. Mais c'est vrai que pour gâter son mari avec des perles de Tahiti, c'est compliqué, le choix est restreint. J'aurais voulu faire encore mieux, précisa la jeune femme. Le buffet proposé par l'hôtel lors de cette soirée du mardi mêlait les délices tahitiens et les recettes internationales au rythme des musiciens locaux. Il y avait bien entendu des danses traditionnelles, mais aussi une danse du feu qui était un spectacle rare en dehors des festivals et des grands événements. Et cette danse était présentée par un des meilleurs danseurs de feu connu pour être aussi un des hommes les plus tatoués de Polynésie française. Mais à la fin des démonstrations des danseurs, l'animateur fit une annonce surprenante. Les musiciens qui ont accompagné les danseurs et danseuses m'ont informé qu'une danseuse extraordinaire était parmi nous. Elle a gagné haut la main une battle de danse polynésienne contre les danseuses que vous avez admirées ce soir. L'une d'elles vint d'ailleurs droit à Éléonore, qui reconnut alors une des danseuses contre lesquelles elle avait fait cette battle à New York. La danseuse regarda à la fois François et sa femme en souriant. « Alors, les popas, vous vous souvenez de nous ? New York, Rockaway Beach. » « Bien sûr qu'on s'en souvient, dirent Éléonore et François en chœur. Quand je pense qu'on ne connaissait même pas vos prénoms. »« Nous pouvons réparer ça tout de suite, répondit François. Voici Éléonore et moi, François. Eh bien, Éléonore, il va falloir venir danser. » L'animateur reprit donc son annonce avec les informations données par la danseuse. Donc, voici Éléonore, une popa, une Française de la métropole, mais que nos musiciens et nos danseurs avaient rencontrée à New York. Éléonore se leva et accompagna la danseuse qui l'amena un musicien. Elle leur dit de jouer ce qu'ils voulaient, que ce soit pour l'aparima ou l'otea. Elle enleva le foulard qui lui servait de bustier et apparut avec son haut de maillot de bain bleu turquoise et réajusta son paréo. À son signal, les musiciens commencèrent à jouer et chanter pour l'aparima, et elle commença à danser sous les yeux ébahis des clients polynésiens comme étrangers. Lorsque les musiciens poursuivirent avec un otea de plus en plus rapide, finissant leurs morceaux sur un rythme de pé, les spectateurs se crurent au Eva. Éléonore dansa à un rythme effréné pendant presque 8 minutes. Son farapou et son faruru étaient d'une rapidité effarante. Lisa ne put se retenir de rejoindre sa mère, et les musiciens s'adaptèrent et ralentirent le rythme de temps en temps pour la fillette. Celle-ci suivait sa mère sur les différents mouvements et son farapou était déjà prometteur. En tout cas, elle fit fondre les spectateurs. L'animateur ne put faire autrement que de lui demander comment elle s'appelait et depuis quand elle dansait. Comme elle n'avait pas la langue dans sa poche, elle lui débita tout son curriculum. « Je m'appelle Lisa, j'ai 8 ans et demi. Je danse depuis que je suis toute petite avec ma maman qui était danseuse professionnelle. Ma maman est très forte, dit la fillette fièrement. Elle a dansé dans une compagnie à New York, puis avec Tina, Prince et Michael. Moi, je fais de la danse classique depuis que j'ai 5 ans. Et en mars, j'ai été première au concours régional et deuxième au concours national en mai. Et je fais aussi du modern jazz depuis l'année dernière. Voilà. » « Eh bien, je crois qu'on peut applaudir Lisa, dit l'animateur en riant. Ses parents et ses grands-parents étaient morts de rire. Les musiciens et danseurs que le couple avait brièvement rencontrés à New York restaient quant à eux abasourdis par les informations données par la fillette et cherchèrent à en savoir plus auprès d'Éléonore elle-même, qui dut une fois encore raconter son parcours. Vendredi 14 août 2009. Le lendemain de cette soirée polynésienne, après avoir fait l'amour une bonne partie de la nuit, le couple avait eu un peu de mal à émerger. Ils avaient pris leur petit déjeuner en famille, puis étaient partis faire du paddle sur le lagon. Ils avaient ensuite passé le reste de leur journée à Taha, sur le Motu Teutu, sur lequel était construit leur hôtel, goûtant au plaisir de jouer les Robinson, les ardents sur le sable fin bordé de palmiers face à une eau cristalline. Ce jeudi, ils repartaient vers une nouvelle destination. Ils rejoignirent l'île de Raiatea pour prendre l'avion vers Bora Bora, où ils arrivèrent en fin de matinée à l'aéroport Motumute. Le bateau de leur hôtel les attendait et les emmena en 10 minutes à leur destination. Il s'agissait du même type de complexe de luxe que celui qu'ils venaient de quitter. Situé sur la plage de Motu Te Wairoa, l'établissement disposait de 3 restaurants, d'une immense piscine et d'un centre de plongée, d'un court de tennis, de 2 boutiques et d'un spa. La vue était imprenable sur le mont Otemanu.
Les parents d'Éléonore avec les enfants et Wilson logeaient dans une villa de 2 chambres de 400 mètres carrés, pendant qu'Éléonore et François étaient dans un bungalow sur pilotis de près de 80 mètres carrés, donnant directement sur le lagon avec un superbe patio. Le cadre était enchanteur et le lagon d'une grande beauté. « C'est vraiment magnifique, dit Éléonore. Je comprends qu'une majorité de touristes restent sur ce motu pendant des jours à siroter des cocktails en admirant ce lagon. Mais en ce qui me concerne, venir ici et ne pas voir le reste de l'île de Bora Bora, je trouve ça dommage. » Moi aussi, j'ai vraiment envie de découvrir l'île, voir comment les gens vivent sur place. Les voyages sont aussi faits pour faire de belles rencontres et voir la vie locale. Même si lézarder sur la terrasse à admirer la vue et passer mon temps à te faire l'amour me conviendrait parfaitement comme programme. Nous pouvons faire tout ça, comme nous l'avons fait depuis le début de notre voyage, répondit-elle en s'agrippant à son cou pour l'embrasser, et consacrer plus de temps à faire l'amour. En tout cas, cet après-midi, je reste là, un peu de plongée avec masque et tuba si tu veux, mais rien de plus sauf une méditation de couple sur cette magnifique terrasse. Programme du jour approuvé, professeur Vass. Dès le lendemain matin, ils prirent la navette de l'hôtel pour aller sur l'île principale et louer un scooter. Elle n'était pas bien grande, ils auraient pu en faire le tour qui devait faire environ 40 kilomètres en à peine 2 heures. Mais ils prirent leur temps pour admirer les superbes panoramas en bord de route. Même si la plage de Matira leur avait été annoncée comme une des seules plages de l'île, ils se rendirent compte qu'il y avait quelques petits endroits pour s'arrêter et se baigner. Ils en profitèrent aussi pour acheter des fruits en bord de route et discuter avec les locaux. Ils apprirent par eux que sur la seule montée de l'île, sur la pointe de Fitiou, au nord-est de l'île, se trouvaient des canons de la Seconde Guerre mondiale. Il y a en fait 8 canons tout autour de l'île. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont débarqué en 1942 sur l'île de Bora Bora, craignant une attaque des Japonais avec l'attaque de Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Heureusement, l'île n'a jamais été attaquée. « C'est vrai que nous en avons vu en débarquant du motu de Tevairoa, dit François. Pour voir les canons de la pointe de Fitiou, en revanche, c'est payant. Nous verrons sur place, ça ne doit pas être ruineux, dit en riant Éléonore. Ils accédèrent à un petit chemin qui les mena au canon. Les lieux étaient superbes et offraient une très belle vue sur l'océan Pacifique, ses belles couleurs et le mont Otemanu. Du sommet, ils voyaient des locaux et des touristes en pirogue ou en kayak prendre du bon temps. Au loin, sur les îlots de sable fin, ils apercevaient les complexes hôteliers du Saint-Régis, l'Intercontinental et le Méridien. En contrebas, il y avait une petite plage superbe pour un peu de farniente et de snorkeling. Mais il y avait un peu trop de monde à leur goût. Les habitations étaient réparties sur tout le pourtour de l'île, au bord du lagon. Il leur fut difficile de trouver un coin où trouver un peu d'intimité. Ils finirent par en trouver un suffisamment isolé en bordure du lagon, tout au bout de la pointe de Fitiou, à mi-parcours de leur tour de l'île. Ils avaient pris de quoi pique-niquer. Ils y passèrent la fin de la matinée. Le couple s'était allongé sous les palmiers, et François couvrit le visage et le cou d'Éléonore de baisers, puis revint à ses lèvres qui s'entr'ouvrirent pour accueillir sa langue en un baiser passionné. « Je t'aime, Éléonore, dit-il en se reculant pour mieux la contempler. Déjà 10 ans, et je suis toujours raide dingue de toi, de plus en plus amoureux. Mon amour, moi aussi je t'aime comme une folle. Je ne pourrais pas vivre sans toi. » Il l'étreignit et sentit son désir s'amplifier, et le corps d'Éléonore y répondit avec la même intensité. Ses lèvres effleurèrent son cou, ses épaules et ses mains, suivirent les courbes de la jeune femme qui gémit sous leur douceur. Frémissante, elle sentit la bouche de François glisser jusqu'à ses seins et aspirer un mamelon érigé pendant qu'il agaçait l'autre d'une main experte. Éléonore ne put retenir un cri de plaisir. Elle pétrissait ses épaules, son dos, sa nuque, empoignait ses cheveux. Elle le voulait en elle. Il remonta vers sa bouche, sa langue la fouillant avant de la couvrir de baisers, en caressant les mamelons érigés avant de l'enlacer amoureusement. Elle gémit de plaisir et se pressa contre lui, impatiente. Soudain il n'y tint plus. Il souleva le paréo que la jeune femme portait en jupe courte, fit ensuite glisser le bas de son maillot blanc et enfouit sa tête entre les cuisses d'Éléonore pour retrouver le goût salé qu'il adorait. Elle gémit et arqua le dos pour qu'il explore de sa langue. Le membre durci de François se tendit, prêt à exploser. Il aurait voulu faire durer le plaisir, mais, haletante, elle l'implora de la pénétrer.
Il s'enfonça alors jusqu'au plus profond de son intimité. Et il se sentit enserré avec force par le sexe chaud et humide de son Éléonore, si parfaitement faite pour lui. Il imprima un long mouvement de va-et-vient. Bientôt ils furent prêts tous les deux, et il accéléra ses coups de boutoir, lui arrachant des cris de jouissance, pendant qu'une vague impétueuse les emportait, les laissant pantelants mais comblés. Ils allèrent nager dans le lagon, continuant à s'embrasser et se caresser, avant de déjeuner sous les palmiers. Le couple reprit la route vers 13 heures. Éléonore et François souhaitaient aller faire un tour à l'intérieur de l'île. Ils s'étaient renseignés auparavant, et il y avait peu de chemins de randonnée. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de chemins de rando en Polynésie. Il y aurait pourtant plein de possibilités, constata Éléonore. Ce n'est pas la priorité des touristes quand ils viennent ici, ni du gouvernement local vraisemblablement. On est très loin de l'île de la Réunion, dit la jeune femme avec un soupir. Difficile de comparer pour moi, je n'y suis jamais allée. Eh bien, nous réparerons cette erreur. Tiens, pour nos 15 ans de mariage, si tu me supportes encore jusque-là, évidemment, ajouta-t-elle avec un petit sourire. L'avantage avec la Réunion, c'est que, comme en Polynésie, comme en Corse, il n'y a pas de serpents venimeux. C'est ma seule phobie. Non, il y a autre chose qui me fait très peur. Les araignées ? Non. Disons que je ne les touche pas, mais tu ne me verras jamais grimper en hurlant sur une chaise à cause d'une araignée, à moins que ce soit une mygale ou une tarentule. Les souris, les rats ? Alors là, même pas peur. Je ne vois pas. Ma plus grande peur, c'est que tu te lasses de moi un jour et que tu ne m'aimes plus. Aucun risque, répondit-il en la serrant contre lui. Jamais je ne cesserai de t'aimer. Le mont le plus haut, le mont Otamenou, haut de 727 mètres, étant impossible à grimper, même avec un guide, ils avaient décidé de faire une randonnée vers le mont Popoti, au nord de l'île. Cette courte randonnée commençait juste avant la pointe Taï. Ils y furent en une demi-heure. Sur place, ils demandèrent à des locaux où se trouvait l'entrée exacte, car rien n'était indiqué. Le chemin était facile à suivre sans difficulté, avec une petite grimpette de temps en temps, dans une végétation luxuriante mais sans souci. Ils eurent tout le long des points de vue hallucinants sur le lagon, et ils prirent vraiment la mesure de la beauté de l'île en hauteur. Le chemin se terminait en haut d'un petit sommet rocheux, atteint après 1 heure de marche. Ils avaient un panorama à couper le souffle, avec une vue sur la baie de Whanui au sud et sur les Motu, le lagon et la piste de l'aéroport au nord. En redescendant, François s'écarta du chemin. Éléonore le suivit sans se poser de questions. Elle le vit s'asseoir en tailleur, le regard vers le lagon. « Tu as l'intention de méditer, là, tout de suite ?»« Pourquoi pas ? J'ai envie de me détendre. »« Ok, je vais t'accompagner alors. » Et elle s'installa juste à côté de lui et ferma les yeux, prête à synchroniser sa respiration sur celle de François. Sauf que cela ne se passait pas comme d'habitude. Elle rouvrit les yeux et vint se placer à genoux face à son mari. Il la fixait avec un petit sourire sur ses lèvres sensuelles et une lueur dans ses yeux bleus qu'elle connaissait bien. Il l'attira à lui pour l'embrasser, sa langue explorant sa bouche avec douceur et volupté, faisant naître le désir chez Éléonore, ce qui fit monter l'excitation de François. Ils se regardèrent dans les yeux, ce qui décuplait inévitablement leur désir. Éléonore se rapprocha de François, enleva le bas de son bikini et s'assit entre ses jambes en roulant les siennes autour de sa taille, et chercha de nouveau ses lèvres. Elle le contemplait avec amour, et ses doigts effleuraient ses épaules, son torse, son ventre musclé. Elle prit dans ses mains son sexe déjà dressé, le faisant gémir de plaisir. Son paréo court cachait les parties intimes de leur corps. Sentant le désir de François croître, elle se souleva et laissa lentement le membre viril la pénétrer. Elle commença un lent va-et-vient, ajustant la progression de son plaisir sur celui de son amant, ralentissant quand elle le sentait proche de l'orgasme, surveillant l'effet de ses mouvements de bassin sur lui. Chacun observait l'effet du plaisir sur le visage de l'autre. Quand il vit Éléonore arquer le dos sous l'effet de la jouissance, François la rejoignit, ses yeux bleus noyés dans ses yeux émeraudes et criant son nom. Ils restèrent soudés l'un à l'autre un long moment avant de se séparer. « Je vois que tu es décidé à appliquer le programme lézardé
et admirer la vue et passer son temps à me faire l'amour. Ose dire que ce programme ne te convient pas. Il me convient à merveille, rétorqua-t-elle en le renversant. J'aimerais bien continuer. Il roula sur elle et se releva précipitamment. Pas tout de suite, madame Vasse, patience. Il faut aussi que je tienne toute la nuit. Et si tu veux qu'on continue ce soir, il ne faut pas rater la navette. Samedi 15 août 2009. Le samedi, il était prévu une sortie en bateau pour rencontrer les baleines à bosse. Ils avaient la chance d'être à Bora Bora pendant la saison où ces géants des mers venaient mettre bas et se reproduire. Ils durent donc se lever tôt, car l'excursion débutait à 7h30 pour se terminer vers midi. Ils en avaient repéré une de loin grâce à leur souffle et leur montée en surface. Le bateau s'était rapproché doucement de manière à être sur la trajectoire de l'animal sans le pourchasser. Lisa et Alex étaient impressionnés. Le bateau était équipé d'un hydrophone directionnel qui permettait d'entendre le chant des mâles bien avant la rencontre avec ces animaux fascinants. C'est le guide qui avait décidé du moment opportun pour ceux qui le souhaitaient de se mettre à l'eau avec palme, masque et tuba, c'est-à-dire François, Éléonore et leurs enfants. Ils avaient eu la chance qu'une baleine suivie de son baleineau se rapproche de leur groupe et qu'elle se laisse admirer. Les enfants posèrent des tas de questions, fascinés par ce qu'ils venaient de voir. De juillet à novembre, les baleines se consacrent à mettre bas et à protéger leurs fragiles baleineaux, et donc, pendant toute cette période, elles jeûnent, leur expliqua le guide. Elles ne mangent rien du tout, demanda Lisa. Rien du tout. C'est seulement en retrouvant les eaux polaires, après avoir parcouru près de 12 000 kilomètres, qu'elles vont se permettre d'ingurgiter d'incroyables quantités de krill pour reconstituer leurs réserves. Elles peuvent en manger 2 tonnes par jour. C'est quoi le krill ? Questionna Alex. C'est une espèce de petite crevette. C'est la base de l'alimentation de la baleine et du plancton aussi. Et avant que tu ne me le demandes, le plancton, et plus précisément le zooplancton que mangent les baleines, ce sont des animaux minuscules comme le krill, mais aussi des toutes petites larves de poissons et d'autres petits animaux marins. Après le déjeuner, à leur retour à l'hôtel, Éléonore et François avaient passé le début de l'après-midi dans leur suite pour la poursuite de la partie favorite de leur programme d'activité, profiter l'un de l'autre. Un peu avant 16h, ils allèrent chercher un paddle pour 2, mis à leur disposition pour profiter du lagon. C'était une de leurs activités favorites depuis qu'ils avaient commencé à New York, et ils aimaient en faire dans les petites criques de leurs îles préférées en Europe, la Corse, Ischia et Skopelos, des endroits inaccessibles autrement que par la mer, où ils pouvaient s'isoler des heures entières. La belle couleur de l'eau compensait l'absence de petits coins où se cacher pour faire l'amour en pleine nature. Mais ils n'avaient pu s'empêcher de sauter dans l'eau pour s'embrasser, se caresser et se donner du plaisir. Dimanche 16 août 2009. La journée commença par une excursion jusqu'à un des plus grands spots de Bora Bora, le motu de Pitiao, au sud-est de l'île, et ils constatèrent en chemin, une fois de plus, la beauté des eaux polynésiennes. Ils purent y nager avec une dizaine de raies léopards. L'après-midi fut consacré au survol en hydravion avec les enfants et Wilson. La navette les emmena à l'aéroport. Le pilote avait été informé de la présence d'Alan Wilson, dont la renommée n'était plus à faire, et le photographe fut donc placé côté droit, avec une vue sur le mont Otemanu. Dès les premières secondes, l'avion prit de la hauteur et une vue imprenable s'offrit à eux. Du bleu turquoise à perte de vue et des nuances de toute beauté. L'hydravion quitta l'île de Bora Bora pour l'atoll inhabité de Tupai, 25 kilomètres plus loin. Les derniers bouts de Bora Bora les laissèrent rêveurs, mais l'avion fit un grand demi-tour, et ils purent de nouveau apercevoir l'île, la piste de l'aéroport d'où ils étaient partis, et les magnifiques motus de sable blanc sur le bord de l'atoll. C'était splendide. Après quelques minutes au-dessus d'une belle mer bleue, ils virent l'atoll de Tupai apparaître, comme posé sur l'océan, en forme de cœur, d'abord de très loin, comme une tache de bleu turquoise et de vert perdue au milieu de l'océan Pacifique. En regardant en arrière, ils apercevaient toujours l'imposant mont Otemanu, le plus haut sommet de l'île de Bora Bora. Puis ils arrivèrent juste au-dessus de l'atoll et avaient survolé des étendues de bleu à couper le souffle. Ils avaient rarement vu quelque chose d'aussi beau. Les vues étaient magiques. L'atoll était préservé puisque personne ne vivait dessus
et qu'il n'y avait aucune activité touristique, un vrai paradis. Ils firent entièrement le tour de l'atoll avant de revenir vers Bora Bora. Quelques minutes plus tard, ils aperçurent déjà l'aéroport. Ce qui les frappa à ce moment, ce furent les motus comme posés sur la barrière de corail, séparés par les oas, ces sortes de fausses passes où les eaux du lagon rejoignaient celles du large, selon les marées et les courants. Ces oas étaient vraiment de toute beauté. On aurait dit une veine bleu turquoise coulant entre les îlots de sable blanc. Le vol se poursuivit tout autour de l'île, les laissant admirer un ensemble de vues plus sublimes les unes que les autres sur Bora Bora, son lagon, ses îlots de sable blanc et tous les bateaux de plaisance ou de croisière posés sur le lagon. Un autre moment magique fut le survol de cet endroit précis dans le lagon de Bora, où il existe une démarcation splendide, nette, entre deux profondeurs d'eau du lagon. D'un côté, une eau peu profonde, peut-être quelques mètres, de l'autre, une profondeur plus importante, de 20 à 30 mètres, avec différentes nuances de bleu. Ensuite, il fallut rentrer. Le vol avait duré une trentaine de minutes, mais le temps leur avait semblé passer à une vitesse folle, aussi folle que cette expérience vraiment inoubliable. Wilson avait pris des photos splendides. Lundi 17 août 2009. François et Éléonore arrivaient à la dernière escale de leur périple en Polynésie. Après le petit déjeuner, la navette de l'hôtel avait emmené le groupe jusqu'à l'aéroport d'où ils s'étaient envolés pour Papeete, pour ensuite repartir vers l'atoll de Tikehau, à environ 300 km au nord de Tahiti, dans l'archipel des Tuamotu. Cet atoll était réputé pour être relativement tranquille et bien moins visité que ses voisins Rangiroa et Fakarava, deux fameux spots mondiaux de plongée. Ils y arrivèrent vers 13 heures. Avant d'atterrir, lorsque l'avion avait survolé ce motu, ils avaient compris qu'ils allaient vivre une expérience unique. Cet atoll ovale, formé par une série de motus aux plages de sable fin rose ou blanc, ressemblait à une véritable piscine qui s'ouvrait sur la petite passe de Tueiava, l'unique passage vers l'océan. En attendant la navette qui devait les emmener à leur hôtel sur le motu Tavararo, ils prirent une boisson et un panini à l'aéroport, car sur l'île, tous les magasins étaient fermés. En arrivant sur leur lieu de villégiature, après avoir montré où se situait le grand restaurant enfoui dans la végétation, l'hôtel les emmena dans leurs bungalows respectifs, fondus dans la nature, entièrement faits de corail, de coquillages, de bois flottés, de pandanus avec leur salle de bain en plein air et chacun avec un bord de plage privé. Leur hôtesse était chaleureuse, l'ambiance plutôt familiale. Lors de ce premier après-midi, ils n'eurent qu'une hâte, s'immerger avec les enfants dans le lagon et faire du snorkeling dans les récifs autour du motu. Ils furent surpris par la clarté de l'eau, mais surtout par la vie sous-marine avec une abondance incroyable de poissons de toutes sortes, dont des bancs de bébés requins, des raies pastenagues, de beaux coraux, le tout à quelques mètres de la plage. Éléonore et François se plurent particulièrement à regarder le coucher de soleil, enlacés comme à leur habitude, à l'heure de l'apéritif avec Laurence, Jacques et Wilson, tout en entendant les faits saillants des activités des personnes de différentes nationalités résidant à l'hôtel. Après le repas, ils s'attardèrent sur la plage devant leur bungalow, jouissant de la quiétude du lieu, très différent des deux derniers établissements qu'ils avaient fréquentés, peut-être celui qui leur correspondait le plus, un havre de paix loin de l'agitation touristique des grands complexes. La lune était décroissante, mais éclairait le lagon. Éléonore était à plat ventre en train de caresser le torse de François, l'air songeuse. Lui la contemplait, les bras croisés derrière la tête. « Si seulement je pouvais lire dans tes pensées, dit-il soudain. Tu ne serais pas déçu, parce que je pensais à ce qu'on aurait pu faire si la nuit avait été sans lune ce soir. »« Et qu'aurions-nous pu faire » demanda-t-il d'un air faussement innocent. Pour toute réponse, elle ôta son paréo, son bikini, et c'est complètement nue qu'elle courut vers le lagon. Il la regarda plonger dans l'eau et réapparaître. Il ne voyait que sa silhouette. Après tout, pourquoi pas, se dit-il en se déshabillant à son tour pour la rejoindre dans le plus simple appareil. « Je me demandais si tu allais me rejoindre, lui murmura-t-elle en se pressant contre lui, déclenchant inévitablement son désir. « Tu es décidément très surprenante, Éléonore Vass. Sous tes airs innocents, tu caches une tentatrice. Tu m'avais pourtant prévenu dès les premiers jours de tes gènes de sorcière.
Une très jolie sorcière d'ailleurs, dit-il en l'embrassant fougueusement. Et aujourd'hui, tu t'es transformée en sirène pour mieux me capturer. Et c'est toi qui me dis que je suis une séductrice? Toi qui as séduit des dizaines de filles, que dis-je, peut-être des centaines, dit-elle d'une voix enjôleuse. Que fais-tu de ta réputation de Casanova avant moi? La sirène que je suis s'est laissée prendre dans tes filets. Mon amour, j'étais innocente, c'est toi qui m'as tout appris. Elle se pressait contre lui, laissant glisser ses mains depuis sa nuque jusqu'à ses fesses, l'effleurant à peine. Il frémit de plaisir à ce contact furtif. Et tu as appris rapidement. Parce que tu es un excellent professeur et j'étais très motivée, rétorqua-t-elle avant d'explorer sa bouche à son tour. Et surtout, je t'aime. Les baisers et les caresses décuplèrent leur désir. François la souleva et elle entoura ses hanches avec ses longues jambes afin qu'il entre en elle. Mardi 18 août 2009. Une excursion à la journée sur le lagon était prévue pour cette première journée entière dans l'atoll, composé de motus de sable blanc et rose. Tikehau et son lagon de 26 km² en forme de couronne ressemblaient à une immense piscine naturelle et ses eaux comptaient parmi les plus poissonneuses de tout l'archipel. Les variétés les plus étonnantes s'étaient donné rendez-vous pour éblouir les visiteurs de passage. Ils avaient toutefois commencé par l'île aux oiseaux, dont ils avaient déjà pu observer des colonies dans les airs, comme les fous à pieds rouges, les sternes blanches ou huppées, les naudis bruns ou les frégates ariels. La particularité de cette île, en plus des oiseaux, était d'être située pratiquement en plein milieu du lagon. Dans la majorité des atolls, les motus, ces îlots sableux, étaient situés sur la barrière récifale de l'atoll, mais parfois il restait encore quelques petits îlots dans le lagon, comme cette île aux oiseaux qui abritait des milliers d'oiseaux d'espèces différentes, venant vivre dans le coin ou tout simplement y nicher. Un petit chemin leur permit de traverser l'île de part et d'autre, tout en apercevant les nombreux requins de récifs qui tournaient. Après la nage avec les requins, ils purent nager avec les raies manta, plus ou moins présentes toute l'année, mais qu'ils trouvèrent au niveau de l'ancienne ferme perlière. Nager à côté de ces monstres marins resterait certainement une de leurs expériences incroyables vécues en Polynésie. L'excursion se poursuivit avec de la plongée, et ils se remplirent les yeux du spectacle marin exceptionnel qui s'offrait à eux avec des raies-aigles, des bancs de barracudas et de thons, des requins gris, des murènes, des pointes blanches, des tortues marines, des poissons tropicaux d'hiver, des dauphins, et bien entendu une multitude de coraux. Leur journée sur le lagon se termina par la visite de l'île d'Éden, où quelques familles habitaient, vivant en pleine autonomie. C'était finalement l'aspect le plus intéressant de la visite sur l'île, dont les habitants leur montrèrent comment ils arrivaient à cultiver des légumes, faire du compost, sur un sol corallien où à la base pas grand-chose ne poussait en réalité. Une fois rentrés sur le motu, les amoureux firent du paddle tout le reste de l'après-midi, recherchant comme d'habitude les coins les plus isolés, s'arrêtant sur les bancs de sable, observant les bernards l'ermite nombreux sur le motu. Jeudi 20 août 2009. Contrairement à ce qu'ils avaient jusqu'alors fait dans chaque île ou motu, ils n'avaient pas encore fait le tour de l'île principale de l'atoll. En arrivant à l'aéroport, ils s'étaient tout de suite aperçus qu'ils étaient dans un endroit relativement restreint, puisque le tour du motu faisait 9 kilomètres. Il leur était donc facile de le faire à pied. Ils avaient donc pris le temps, le mercredi, de se balader jusqu'à l'unique village de cet atoll des Tuamotu, Tueraera. La majorité des quelques 500 habitants de l'atoll y vivaient, menant une vie paisible rythmée par la pêche, le copra et les offices religieux. Il ne s'y passait pas grand-chose, à part les villageois faisant la sieste ou regardant passer les touristes. À la pointe du village, du côté du lagon émeraude pur et tiède, Éléonore et François avaient profité de sa magnifique plage du bout du monde, une vraie piscine naturelle bordée de cocotiers, parfaite pour se baigner avec les requins à pointe noire. Ils étaient ensuite remontés du côté océan, et la balade de ce côté du motu les avait laissés rêveurs et admiratifs devant les immenses blocs de récifs posés sur le sable, avec lesquels ils avaient pu imaginer toutes sortes de formes et sur lesquels l'océan s'abattait avec toute sa puissance. Au bout de la plage, ils avaient aperçu, après beaucoup d'efforts d'imagination, la fameuse plage de la cloche de Hina, avec ses gros blocs de corail déchiquetés. La promenade ne leur avait pas pris plus d'une demi-journée, en discutant avec les villageois au passage, séduits par ces deux popas aussi blonds l'un que l'autre et de surcroît sympathiques.
Ils avaient été de retour à temps pour le déjeuner avant de faire une sieste coquine. Leur après-midi avait ensuite été consacré au paddle avec leurs enfants dans le lagon. Leur dernière journée sur l'atoll était arrivée. Après le petit déjeuner, la navette les emmena sur le motu principal jusqu'à l'aéroport. Leur avion ne décollait qu'à 13h40. En attendant, Éléonore et François emmenèrent le petit groupe jusqu'à la seule pizzeria de l'île, et seul point où s'alimenter ouvert et qui se trouvait du côté océan, à 20 minutes à pied du petit aéroport. À 15h30, ils atterrissaient à Papeete et posèrent pour la soirée leurs bagages dans un hôtel à 300 mètres de l'aéroport. Ils s'accordèrent une sieste avant d'aller dîner vers 19h, tous ensemble, dans un restaurant chinois juste à côté de l'hôtel. Leur vol était à 23h45. Éléonore et François profitèrent de ces derniers moments d'intimité avant le voyage qui allait durer plus de 20 heures. En effet, après près de 8 heures de vol, ils transiteraient par Los Angeles, d'où ils repartiraient vers Paris le vendredi à 13h30 heure locale, pour arriver à Roissy après plus de 10h30 de vol, à 9h05 le samedi. Wilson, quant à lui, devait attraper le vol de 15h10 qui l'amènerait à JFK à 23h47.